Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce troisième webinaire de cette série du MOSI consacrée à la mobilité internationale, bien réussir la mobilité internationale. On a parlé retraite, on a parlé contrat de travail et aujourd'hui on va parler un peu plus largement politique de mobilité internationale. On a la chance d'avoir avec nous Rachida Kassi, que vous connaissez maintenant, qui est la directrice du développement, marketing et développement de la Caisse des Français de l'étranger, la CFE. Et puis, pour ce troisième épisode, Alix Carnot, qui est directrice associée d'Expat Communication. Et la raison pour laquelle vous êtes avec nous, Alix, c'est que vous faites depuis maintenant plusieurs années un baromètre qui s'appelle le baromètre Expat Communication, qui parle de mobilité internationale, qui essaie de prendre la température, même si pour baromètre, c'est pas le bon, c'est pas avec ça qu'on mesure la température, mais bon, voilà, qui essaie de prendre la température de l'expatriation, de la mobilité internationale, un peu des deux côtés de la barrière, si j'ose dire, côté employeur, côté employé. On va parler là vraiment de la vision des entreprises, puisque c'est le sujet de cette série. La CFE est partenaire historique de ce baromètre. Juste en deux mots, Alix, pour commencer directement dans le vif du sujet, c'est quoi le baromètre Expat Communication? À quoi ça sert? C'est un programme d'enquête qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant, Mmh. qui tous les ans, lance 4 enquêtes pour mesurer l'impact de la mobilité internationale sur le collaborateur expat et sa famille et sur les Français de l'étranger, on y reviendra. L'intérêt, c'est que ça se focalise vraiment sur l'expérience de l'expatrié et là, on n'interroge pas, les RH, les responsables amis et cetera. Notre cible, c'est l'expat et le conjoint. Alors, j'ai dit que vous étiez, Rachida, partenaire de cette opération depuis longtemps. À quoi ça sert à la CFE d'essayer comme ça d'avoir de comprendre? Ça change tant que ça l'expatriation, la mobilité internationale? C'est si compliqué que ça à comprendre? Alors oui, alors c'est tout ça à la fois. Vous l'avez très bien résumé, c'est vraiment prendre la température. Nous, ça nous a alors effectivement, on est partenaires depuis 10 ans, un peu plus maintenant. L'expatriation, les formes d'expatriation et on l'a vu dans nos précédents épisodes, ont énormément évolué et donc c'est important pour, un organisme comme la CFE, déjà de pouvoir comprendre les nouvelles formes d'expatriation et j'ai envie de dire, c'est presque déjà trop tard. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est pouvoir les anticiper pour que derrière on puisse, activer les bons leviers et apporter, les bonnes réponses aux besoins des nouveaux expatriés ou des Français qui vivent à l'étranger. Très bien. Donc si j'ai bien compris, hein, le baromètre, c'est, vous envoyez un questionnaire qui est diffusé par tous vos partenaires. L'idée, c'est d'avoir le plus de réponses possible de ces salariés. Alors, c'est pas forcément uniquement des expats dans le sens traditionnel, du terme. Vous avez une idée de la répartition, entre ces différentes, cibles ou façons d'être mobilité internationale? En fait, là, vous mettez le doigt sur la complexité du sujet. C'est que expatrié, ça veut rien dire. Si on a tous fait des études et on sait tous, par exemple, les études INSEE sur la ménagère de moins de 50 ans en France, bon, bah, on sait exactement combien il y a de ménagères de moins de 50 ans en France et selon les biais de panel, on sait redresser les données parce que c'est une cible qui est carrée, connue, contenue. Les expatriés, c'est un magma dans lequel on va trouver le détaché, l'expat en contrat, enfin les personnes en contrat d'expatriation et cetera, mais aussi le local plus avec tout un dégradé, un continuum jusqu'au local, le VIE, l'aventurier, le retraité qui et puis tous ces gens-là changent de profil et puis il y a le conjoint qui est parfois un mix de tout ça, et donc pendant des années, nous on s'est battu pas avec les chiffres, mais avec les contours pour arriver à donner des chiffres où on se dise: «Là, s'il y a une évolution, est-ce que c'est une évolution structurelle ou est-ce que c'est juste un effet de panel?» Et ça, c'est vraiment la grande difficulté sur cette population. Jusqu'au jour où on s'est rappelé aussi, enfin, on a structuré, on a de plus en plus d'experts, voilà, et maintenant on a un pool de 3 experts en data pour travailler là-dessus. On s'est dit: «Mais bien sûr, la solution, c'est de faire des personas». Et donc maintenant qu'on a des personas, l'expat d'entreprise, le conjoint, le VIE, le local, l'aventurier et cetera, ça permet d'avoir des choses déjà beaucoup plus justes parce que, par exemple, si sur une enquête, il y a trop de retraités, on va corriger. On sait que les retraités, c'est 23 du panel, cible.
Bon, ben, on va corriger. On a en moyenne entre 15 et 18% d'expats d'entreprise. Et c'est une tendance qui ne fait que de baisser. C'est Mmh. partie des choses qu'on va revoir. En revanche, local plus, tous ceux qui ont un lien avec une entreprise, mais qui n'est pas un lien directement de contrat d'expat, cette population-là augmente. Population VIE augmente. Voilà. Donc, on corrige nos panels et on sait de quoi on parle. Et comme ça, et c'est le grand intérêt du baromètre expat communication par rapport à des études internes, c'est que d'abord, on va pouvoir bien classer toutes les personnes dans les bonnes boîtes et savoir à peu près qui ils sont et pourquoi, pour pouvoir les comparer et voir des tendances. Si je vous dis que le niveau de morale sur la population donnée est de 70, c'est bien ou c'est pas bien? Eh bien, ça dépend du persona. Si c'est un expat d'entreprise, 70 sur 100, c'est pas beaucoup. Si c'est un conjoint, 70, c'est bien. Si c'est un retraité, c'est inquiétant. Si c'est un VIE, c'est la catastrophe. Les VIE, ils sont vers 76, 77 en général. Donc, ces personas, vous voyez, c'est indispensable pour pouvoir parler de quelque chose qui veuille dire quelque chose. Mmh. L'étape suivante, et là, on est très fiers parce que c'est ce à quoi on arrive aujourd'hui, c'est comme le baromètre s'institutionnalise et qu'on a de plus en plus de réponses, on peut même maintenant avoir une granularité par pays. Et là, vous voyez tout de suite l'ambition, parce que des pays dans lesquels les entreprises françaises ont des expats, il y en a à peu près il y a plus d'une centaine en général. Ouais. Donc, si on a 6000 réponses divisées par 100, vous voyez que ça commence à nous faire pas beaucoup de gens par pays. Donc là, il faut qu'on continue à se développer. Sur les États-Unis, je peux vous donner des résultats pour les États-Unis, pour l'Angleterre, pour les Émirats, sans problème, parce qu'on a des populations suffisantes. On peut parfois même descendre au niveau de la ville, sur New York ou sur Dubaï. Mais notre stratégie à nous, c'est vraiment d'avoir toujours plus de réponses pour pouvoir toujours plus comparer. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter d'avoir des expats d'entreprise. Mmh. Parce qu'il y a des pays où même en mettant tous les expats des entreprises françaises, on a quand même un tout petit volume. Si on pouvait le confirmer et que ce soit solide, il faut qu'on aille chercher d'autres types d'expats. Alors, justement, qu'est-ce qu'on apprend quand on est une entreprise, de ces enquêtes et cetera? Qu'est-ce qui change dans la façon dont, les salariés eux-mêmes sont alors parce qu'on parle beaucoup, vous l'avez dit, du fait que, la mobilité internationale, du côté des entreprises change, il y a moins d'expatriation, on essaie d'avoir plus de locaux. Certaines très grandes boîtes françaises, par exemple, qui étaient des grands pourvoyeurs, d'expats, on annonce orbi et orbi qu'ils veulent que des locaux, il y a un nombre très limité et cetera. OK, mais comment les choses changent pour les Français à l'étranger, les Français qui sont envoyés ou qui partent pour travailler? Qu'est-ce qu'on apprend de manière un peu très, haut niveau comme ça? Qu'est-ce qu'on apprend au fil de ces années, d'enquête et qui est, utile pour les entreprises, dans la définition après d'une politique de mobilité internationale? Alors, les entreprises, elles prennent ces enquêtes pour deux raisons. Une raison de responsabilité sociale Mmh. et une raison d'optimisation des coûts. Responsabilité sociale, c'est je veux savoir comment se vont les expatriés, comment vont les conjoints, comment ça se passe pour les enfants. Enfin bon, quand j'envoie une famille à l'étranger, j'engage ma responsabilité. Quel est l'impact sur eux, à court et à long terme? Et ça va dans le rapport social dans l'entreprise et c'est ce qui sert aussi à alimenter l'attractivité de l'expatriation. On peut dire: «Vous avez vu, chez nous, les expats sont hyper contents». Généralement, les gens qui rentrent au baromètre, c'est des entreprises qui sont déjà assez structurées dans leur expatriation, donc généralement, ça se passe bien et ça en fait un argument marketing pour l'expatriation. L'autre chose, c'est, oui, mais aussi l'expatriation, ça coûte cher. Comment est-ce qu'on peut vérifier qu'on optimise ce qu'on met à la disposition des expatriés avec leurs besoins réels et comme le dit Rachida, non seulement sur la photo, mais aussi en anticipant les grandes tendances. Alors là, qu'est-ce qu'on va regarder et qu'est-ce qu'on apprend? Ouais. La première chose qu'on apprend, c'est que alors les entreprises envoient de moins en moins d'expatriés. Les gens, eux, ont de plus en plus envie de partir, mais de moins en moins envie d'accepter les sacrifices qui vont avec. Ça, c'est tout un mouvement sociologique beaucoup plus large, qui fait que, on vit pas pour bosser, on bosse pour vivre et l'expatriation, c'est pareil. On s'expatrie pas pour bosser, mais on travaille
pour s'expatrier. C'est-à-dire, j'utilise l'entreprise pour qu'elle me donne les moyens de réaliser mon projet perso qui est de vivre en expatriation. Ce qui veut bien dire que je ne vais pas accepter tous les sacrifices, la pollution, un trop grand éloignement et surtout la question de la carrière du conjoint. Quelques chiffres là-dessus, on voit que, les raisons perso pour partir, qui étaient en numéro 2 assez largement quand on a commencé les études, aujourd'hui, c'est la première raison de partir. Même un expat d'entreprise, vous dit: «Moi, si je pars, c'est pas d'abord pour ma carrière, Mmh. c'est d'abord pour les aspects perso, c'est-à-dire l'aventure, le développement de mes compétences interculturelles, le fait d'avoir des enfants bilingues». Et alors ça, justement, d'un point de vue d'une entreprise, c'est pas un petit peu embêtant parce une entreprise va quand même essayer de se placer dans une logique de carrière pour son salarié. A priori, les salariés qu'on envoie à l'étranger, c'est plutôt des gens qu'on estime prometteurs, qu'on a envie de promouvoir dans l'entreprise. Si on finit par envoyer des gens dont le motif numéro un, c'est de partir à l'étranger, il y a quand même un gros risque pour qu'on les perde dans le process. Ah bah, de temps en temps, les RH sont surpris de ces résultats, Ouais, en disant: «Mais non, mais moi, ils me disent tous qu'ils partent d'abord pour la carrière». Voilà, ça, c'est un des intérêts du baromètre, c'est ouais. qu'il y a un On ne dit on pas la même chose à son employeur et à Expat Communication. et à au baromètre Expat Communication qui vous interroge sur votre expat life, Ouais. vous êtes beaucoup plus sincère. Hem, donc voilà, ça permet d'avoir au moins une vision objective de la réalité. Ouais. Après, on adapte les politiques. Si je peux me Ouais, permettre, ouais. justement, c'est l'objet, en fait, de pouvoir participer à ce baromètre et d'avoir ces résultats. C'est que, du coup, l'entreprise, elle est en anticipation de cette évolution et peut-être, ça peut lui permettre de proposer des packages différents ou, de travailler sur des propositions qui permettent de garder, le collaborateur. Mmh. Exemple concret, la carrière du conjoint. Ouais. On sait tous que c'est vraiment un des nœuds actuels de l'expatriation. De façon objective, on est passé de 70 à 85 des conjoints qui veulent travailler pendant la mobilité internationale. Et on sait également qu'il y en a que la moitié qui y arrive. C'est vraiment sur cœur de cible expat d'entreprise qui bouge à peu près tous les 3 à 5 ans, il y a que la moitié des conjoints qui arrivent à travailler. Donc nous, notre travail, c'est de donner des faits et après l'entreprise s'adapte. Soit elle change le discours en disant: «Ben, monsieur ou madame le conjoint, ça va être compliqué de travailler, heu, voilà néanmoins», parce que nous on dit aussi: «Voilà ce qui s'est passé pour les conjoints et voilà à quelle vitesse ils reprennent une carrière normale au retour». Donc on peut communiquer en disant: «Vous voyez, au bout de 5 ans, les effets sont estompés». Mais là, je suis désolée, j'ai pas des très bonnes nouvelles parce que être conjoint expat, ça a un impact sur la carrière Bien sûr. extrêmement durable. Ouais. Ou alors, est-ce qu'on mettrait une politique d'accompagnement carrière pour aider les conjoints à rebondir et à mieux vivre ce moment-là? C'est par exemple, on a pas mal d'entreprises qui, à l'issue du baromètre, avaient, parce que généralement les responsables mobilité le savent très bien, ce qu'il leur faut, c'est des arguments. Et ça, c'est aussi vraiment la vertu du baromètre. Donner des arguments aux responsables amis pour négocier avec ceux qui sont décideurs les moyens de mettre en place ce qui est nécessaire selon eux. Et donc, bah là, quand on sait que dans cette entreprise-là, il y a 50 des conjoints qui vont pas bien, alors que dans les autres entreprises, en moyenne, c'est 20, on a de quoi aller voir son DRH ou le DG pour dire: «Là, il nous Qu'est-ce faut un que budget qu'est-ce sur cette question». qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? Qu'est-ce qu'elles font? Sur les conjoints? Oui, par exemple. Ah bah, clairement des politiques, de préparation au départ pour les conjoints. D'accord. C'est-à-dire, ça, c'est peut-être le plus important, ça coûte pas cher, c'est pas grand-chose. Une session de 4 heures, pour aider le conjoint à savoir ce pourquoi il signe. Parce que, on est tous les mêmes, c'est comme dans le mariage, hein. Vous vous mariez avec quelqu'un, vous savez qu'il range pas ses chaussettes et beh, quand il range pas ses chaussettes, vous vous dites: «Bah, je le savais, j'ai signé pour ça». Vous partez en expat en sachant ce que ça veut dire que vous allez devenir conjoint de, c'est-à-dire que dans les dîners, on vous dira: «Et toi, tu fais quoi?» «Ah, tu es à la maison» et que vous aurez plus tellement voix au chapitre. Vous l'avez appris, vous le saviez en partant, vous vous êtes armé et vous avez trouvé des stratégies pour y répondre, vous le vivez bien. Vous le découvrez sur place et vous vous dites que c'est vous tout à coup qui est devenu muet, là vous risquez d'aller pas bien. Donc on prépare les conjoints avant de partir, c'est le plus important. 2, on les aide à trouver du boulot et moi j'ai été conjoint expat, 8 fois, donc je vois bien, ce que c'est. C'est un savoir-faire de retrouver du boulot là où on arrive ou d'avoir une carrière nomade. Ça s'improvise pas. C'est pas parce qu'on est agile que ça se fait bien. Donc il y a plein de services comme ça, qui peuvent aider à le faire
Et troisièmement, on les met en réseau. Parce que là encore, on est malheureux si on ne sait pas et que si on a l'impression de s'être fait piéger. Et on est malheureux si on a l'impression que c'est soi-même qui est responsable de la situation. Quand on est en réseau, un, on se rend compte que c'est pareil pour tout le monde. Et deux, on trouve des façons de rebondir plus efficaces. Donc voilà. Mais là, enfin, ça, Alors, c'est des solutions que le baromètre et que Expat Communication prodigue d'ailleurs, mais c'est pas ce que fait le baromètre. Alors on parle conjoint d'expat, on parle donc couple et famille en expatriation, mais du point de vue justement de la place des femmes dans cet écosystème, dans cette réalité-là, évidemment, on voit, quand même malgré tout de plus en plus de femmes qui prennent des postes à responsabilité, qui arrivent à des hauts niveaux. Mais si j'ai bien compris, le taux de féminisation de l'expatriation au sens large, lui, il est pas le même, quoi. Ça ne suit pas derrière. Donc est-ce que ça veut dire que quand on est une femme, qui a une carrière prometteuse et cetera, on va avoir plus de mal à, aller aux étapes suivantes qui souvent dans les grands groupes passent quand même par une expatriation ou, voilà. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que là aussi il y a des choses qui sont faites par les entreprises pour contrer ça? Alors ça, c'est vraiment des chiffres, ça a été la première grosse claque du baromètre. Il y a 2 sujets là-dedans. Il y a celui de qui part en expat, est-ce que c'est des collaborateurs ou des collaboratrices? Ouais. Et il y a le sujet de qui est le conjoint, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'expatriation se féminise très lentement. Maintenant sur la population vraiment des détachés, on arrive à difficilement 20 et c'est pas vraiment un accroissement sur les dernières années. Ouais. Après, il y a des bémols, ça dépend beaucoup des industries. Heu, par exemple, des boîtes comme L'Oréal vont avoir une large population d'expats féminines parce qu'ils ont une large population de cadres femmes. Le truc, c'est que dans les entreprises qui continuent à expatrier aujourd'hui, il y en a moins et c'est quand même des business assez industriels ou dans la défense, ou dans des industries même, enfin, j'ai industrielles, même industries lourdes, dans lesquelles de toute façon, il y a pas beaucoup de femmes. Ah, Mais quand même, donc ce qu'on mesure avec le baromètre, c'est quel est le taux d'expat femmes ouais. par rapport au taux de femmes cadres et surtout la question que se posent les talents, c'est par rapport à la cible COMEX qu'on veut. Si je veux 20 de femmes au COMEX et que j'ai pas 25 de femmes expats, je vais pas y arriver. Hem Et ensuite, on va regarder, nous, notre boulot, c'est de regarder là-dedans, qu'est-ce qui bloque? Donc on interroge les femmes, et les hommes et on compare, par exemple, sur le refus d'expatriation. Oui. Et on voit parce que longtemps, on a dit: «Ah oui, mais c'est la faute des boîtes, c'est parce qu'elles ne proposent pas l'expatriation aux femmes». Ça, je pense que ça n'est plus vrai aujourd'hui. Quand on demande si on vous leur a proposé, femmes et hommes, c'est à peu près pareil, en termes de propositions. Donc et les RH sont tellement sensibilisés qu'il y a, à mon avis, plus trop de biais. En revanche, les freins sont plus forts chez les femmes. D'abord, il y a des effets de genre, c'est-à-dire, une prise de risque un peu moins forte par rapport à la pollution, par rapport au risque pays ou par rapport au risque pour ma carrière. Ouais. Heu et ça, on peut y répondre en limitant le risque. C'est en disant: «Bah, voilà, tout ce qu'on a mis en place pour que ça se passe bien pour toi» et ça, pour les femmes, c'est très efficace. Mais vraiment, le nœud du problème, c'est la question du conjoint et on le voit et la preuve, c'est que si jamais il y a 20 de femmes expatriées aujourd'hui, il n'y a que 10 des conjoints qui sont des hommes. Pourquoi? Parce que si vous êtes une collaboratrice, vous allez beaucoup plus souvent partir seule. Et là, c'est un peu double peine. Mmh. Partir seule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes célibataires, notamment les femmes divorcées vers 45-50 ans, ça, c'est des bonnes cibles pour le RH en disant: «Bon, de toute façon, voilà», avec la question quand même des enfants et dans les familles recomposées qui est très compliquée. Hem, ou que, la femme expat, elle part en célibat géographique. Beaucoup plus souvent que l'homme. D'accord. C'est-à-dire, le collaborateur, comprenez, c'est un homme, hein, sa carrière, c'est important, lui. Donc il reste et on voit des trucs, enfin des situations ultra complexes de femmes qui partent, y compris avec des jeunes enfants, seules avec des jeunes enfants, alors que l'homme, reste lui, ou fait beaucoup de femmes qui font du commuting. Et ça, en termes de confort de vie, donc de possibilité de réussite de la mission et donc de possibilité que la femme reste dans des tracks au potentiel, c'est quand même périlleux. Donc là encore, on arrive à qu'est-ce qu'il faut faire? On revient à la question de l'accompagnement du conjoint qui est absolument cruciale. Ouais.
Rachida, dans les enseignements qui ont été tirés au fil des années, sur toutes ces enquêtes, qu'est-ce qui vous, en tant que CFE, a eu le plus vous frappe le plus, sur, voilà et dans les questions que vous traitez? Est-ce que c'est, par exemple, le fait que les coûts de la santé, ne cessent d'augmenter, dans beaucoup d'endroits? Est-ce que c'est, la difficulté à gérer la retraite, par exemple? Enfin, dans les préoccupations exprimées, qu'est-ce qui Bah, il y a eu une première, en tout cas préoccupation pour la CFE, c'était cette évolution, de l'expatriation, de plutôt vivre une aventure personnelle plutôt qu'une évolution de carrière. Je rappelle que la CFE a été créée en 78 à la base pour accompagner ces entreprises qui expatriaient des collaborateurs. Ouais. Donc c'était dans un cadre très, très précis. Donc de 78 à aujourd'hui, ça a énormément évolué. Donc c'était, un premier alors c'était quelque chose qu'on observait, mais qui nous a été confirmé par le baromètre et qui nous a vraiment permis de nous positionner dans notre stratégie sur: «OK, on va accompagner les entreprises, mais on accompagne surtout, des personnes que l'on assure, donc des personnes individuelles». Donc, on a revu un peu notre stratégie de cette manière-là et effectivement, post-covid, donc il y a eu plusieurs évolutions. Il y a eu malheureusement le covid, où ça a été crucial à ce moment-là, par le biais du baromètre, de mesurer, le moral de nos assurés quelque part et donc on voyait qu'à ce moment-là, il était pas très bon. Et ça nous a permis de mettre en place des leviers, de mieux communiquer parce qu'il y avait énormément d'incertitudes. Chaque pays à l'étranger a vécu son covid à sa propre manière. En revanche, nous, on avait une seule population, des expats. Donc il fallait, qu'on apporte, beaucoup de communication à ce moment-là et sur la dernière enquête que l'on vient d'effectuer, donc une enquête spéciale, santé, effectivement, ben, on est post-covid et on se rend compte que et c'est aussi une confirmation que les coûts de la santé ont évolué, partout dans le monde. C'est pas un phénomène uniquement en France. Pour les Français, c'est un comment dire? Un phénomène mondial, international et là, si on n'est pas préparé, en tant qu'assuré, si on est parti en expatriation sans avoir traité la question, de la couverture santé, si on est parti en expatriation en se disant, «Bah, j'en ai pas besoin parce que ceci, parce que cela», bah, déjà pendant le covid, il y a eu des personnes qui, se sont manifestées en disant: «Bah, j'ai peut-être fait une erreur de pas avoir les bonnes couvertures santé», pas que santé d'ailleurs, autres. Et donc bah, cette enquête santé nous a vraiment permis, d'être dans l'anticipation, des éléments. Sur le conjoint, expatrié, donc qui est, vous l'avez compris, bien trop souvent, une femme, on a mis en place des dispositifs, notamment sur la retraite que l'on explique à plusieurs reprises. Donc un dispositif où le conjoint qui suit donc le collaborateur à l'étranger, qui très souvent démissionne Ouais. de son emploi en France, va arriver à l'étranger, ne va pas exercer d'activité salariée. Donc ce conjoint et c'est quelque chose qu'il faut qu'on martèle beaucoup plus parce que c'est pas un service très, très connu. Le conjoint a la possibilité de cotiser à la CFE sur sa partie retraite pour continuer à alimenter son relevé de carrière français. D'accord. Donc ça évite d'avoir des trous. Donc il y a des conditions, il ne faut pas exercer d'activité salariée. Ça, c'est la principale condition, de ne pas exercer d'activité tout court. Mais le gain, c'est que ça évite, de se créer un trou dans sa carrière française. Très bien. Merci beaucoup. Pour conclure, on a beaucoup parlé de problèmes, d'interrogations et cetera et cetera. Est-ce qu'au bout du compte, dans les différents baromètres que vous faites et au fil du temps, est-ce que l'expatriation, ça reste quand même une expérience plutôt positive? Les gens, sont contents de l'avoir fait ou, sont contents de l'avoir fait mais veulent plus le refaire? Enfin voilà, comment est-ce qu'il y a des raisons quand même d'espérer pour l'expatriation et la mobilité internationale? Ah bah, très, très largement. Je vous disais, niveau de morale, 74, enfin en moyenne pour les expats d'entreprise, Ouais. c'est hyper élevé. C'est plus haut que les collaborateurs Ah qui oui, sont au siège. d'accord. Donc oui, 95 des expats en moyenne, 97 des expats d'entreprise disent que c'est cité à refaire, ils le referaient. Ou, c'est une autre question, qui conseillent aux autres de le faire. C'est les mêmes chiffres. Donc évidemment que c'est hyper positif. Donc tout ça pour, faire la pub de l'expatriation, la promouvoir, le baromètre, c'est hyper efficace. Heu, en revanche, c'est un point qu'on n'a pas vu tout à l'heure sur lequel je voudrais insister, c'est ce qu'il y a de bien, on disait, on prenait l'exemple des conjoints, mais c'est valable pour tous, ça permet de réussir l'expatriation dans le sens où ça permet de dire aux gens ce pourquoi ils signent
et la façon dont ça va se passer. Et ça permet à l'entreprise de comprendre quel est son ADN d'expatriation et donc la raison de sa politique de mobilité internationale. Je vous prends des exemples, mais il y a des entreprises, en faisant le baromètre, qui se sont dit: «Waouh!» On a regardé, par exemple, le délai entre la confirmation de l'expatriation et le départ. Ouais. Il y a des entreprises, type, ministère, enfin type où c'est 1 an. Vous savez 1 an avant que l'année prochaine, vous allez être là. Ça structure un certain type de mobilité internationale où on va notamment laisser les gens se débrouiller un peu tout seuls parce qu'ils ont largement le temps de le faire. Dans la plupart des entreprises où on fonctionne en mode projet, il y a moins de 2 mois entre l'annonce et le départ. Et en mesurant ça, des responsables politiques, des responsables AMIC, ils le savaient intuitivement, mais ils n'avaient jamais réalisé à quel point ça structurait complètement leur politique AMI. Et de temps en temps, ils se disaient: «Mais comment ça se fait qu'on soit tellement, ils peuvent pas se plaindre, on est quand même beaucoup plus généreux que les autres». Ouais, mais le fait de partir, d'avoir, parfois 3 semaines, au mois de juillet où on vous dit: «Le 1er septembre, tu es là», enfin moi je l'ai vécu perso, Mmh. c'est évident que dans ce cas-là, il y a intérêt à ce que l'accompagnement soit béton. Ou alors on peut trouver des choses aussi hyper intéressantes. Je pense à une autre entreprise dans le secteur de la distribution où les accompagnements, pour le coup, sont assez faibles. Mais ils se sont rendus compte que l'engagement était hyper fort et que eux, leur trésor, alors je ne sais pas dans quelle mesure il faut le dire, c'est qu'ils mettaient assez peu d'accompagnement financier sur la table. En revanche, la qualité de leur relation avec les expats, du lien construit entre les responsables mobilité et les RH et les expats, la clarté du contrat moral Mmh. de «je t'envoie, mais voilà ce que je vais faire pour toi et voilà ce que tu trouveras au retour», était telle que leurs expats étaient les plus engagés du panel et les plus satisfaits, en fait. Donc voilà, pour clôturer, donc c'est des sujets qui sont vraiment complexes, qui sont des équilibres assez fins et pour moi, il y a rien de plus passionnant que ce moment où on s'assoit en tête-à-tête avec des responsables AMI pour leur dire: «Voilà les chiffres de chez vous, voilà ceux du panel avec les différents personas. Voilà les résultats pour vos collaborateurs, les local plus, les conjoints. Qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça dit avant même de se dire qu'est-ce qu'il faut changer?» Ouais. Pour conclure, vraiment cette fois, peut-être un conseil que vous donneriez, par exemple, à une entreprise, peut-être PME, qui commence cette aventure de l'internationalisation, qui commence à envisager d'envoyer des gens à l'étranger, qui donc n'a pas forcément de politique préconçue de mobilité internationale. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, est vraiment le conseil que vous donneriez à la personne en charge de monter tout ça et de réfléchir à la façon dont, on va monter ces programmes pour les salariés? Alors, du point de vue, de mon point de vue, on va se répéter sur les Ouais. sur les 3 épisodes, hein, mais c'est vraiment l'accompagnement, de pas hésiter à se faire accompagner, de se renseigner. Le site de la CFE sur la partie santé, enfin recoupe pas mal d'informations. Expat Communication et son antenne Femmes Expat a énormément, d'articles, de conseils. Il y a des blogs, je crois aussi. Enfin, donc c'est vraiment se renseigner quand on est PME. Le baromètre, c'est forcément, une première source d'information sur, qu'est-ce que je dois, quels sont les enseignements, que je dois avoir des autres entreprises, Ouais. qui ont, eux, mis en place une politique de mobilité internationale, de comment je peux m'en inspirer et du coup, de soit participer au baromètre, soit de pouvoir en avoir les résultats, pour, mettre en place sa politique. Alix, un conseil pratique tiré de toutes ces expériences là, accumulées par les gens qui font ça depuis longtemps? La première chose, c'est n'oubliez pas l'aspect humain. On se concentre toujours sur l'aspect technique parce qu'il y a pas le choix. Les visas, les Ouais. procédures d'export, enfin, des choses très pratiques. Sauf que si à la base, pour gérer ça, vous n'avez pas un expat qui va bien, et qui a compris quel était son rôle et là où il allait, les aspects techniques vont pas suivre. Donc ce recul pour investir sur l'humain en temps et en moyens, c'est pas forcément intuitif quand on est une petite entreprise et pourtant c'est la solution gagnante. Et la deuxième chose, si vous voulez aller vite, vous allez sur le site Expat Communication dans la rubrique Baromètre et vous allez voir les restitutions annuelles qu'on fait au Quai d'Orsay avec, tout l'écosystème, toute la de la mobilité internationale. Vous trouvez celui de l'année dernière et le 1er décembre, à
14h30. Vous suivez en direct les restitutions de l'année, comme ça en 1 heure, vous savez tout ce qui s'est passé pour les expats pendant l'année. Formidable. Merci beaucoup. Merci à toutes les 2 de nous avoir consacré ce temps. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pendant ces 3 webinaires consacrés à la mobilité internationale en partenariat avec la Caisse, des Français de l'étranger et continuez de nous suivre, bien entendu, pour d'autres séries de webinaires et aussi pour beaucoup d'autres informations sur l'internationalisation, des entreprises, sur lemossi.com. À très bientôt.